On était les premiers à vouloir quitter l'Europe à cause des taxes, à cause de l'insécurité, à cause de beaucoup de sujets qui sont vraiment fondamentaux. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis en présence de Mathieu de la chaîne 2SAT. Bonjour à tous, merci de me recevoir Ben. C'est un plaisir de t'accueillir ici à la suite de notre première interview où tu m'as interviewé. Donc là, on est à Santa Teresa, à Playa del Carmen, dans le lieu où va avoir lieu le Costa Rica Freedom Forum. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis, je peux vous confirmer à tous, c'est un très bel endroit, vu sur la plage justement devant nous. Et puis, on est très bien assis confortablement à l'abri lorsqu'il y a un peu de pluie. Mais ça fait partie du jeu et puis c'est toujours très positif d'avoir de la pluie pour avoir de l'eau. Comme tu dis, de l'eau et la liberté, donc Exactement, comme tu le sais, hein, comme vous le savez tous. Je m'en cache pas, je n'irai pas vivre à Dubaï parce que je pense que l'eau, c'est la vie et il vaut mieux vivre dans un coin où il y a de l'eau. Et là, c'est le début de la saison des pluies, en tout cas, c'est la transition. On a eu les premières pluies. On n'avait pas eu de pluie depuis 5 mois environ. Donc là, on va se prendre un petit café et on va discuter avec Matt de différents sujets. Bitcoin, souveraineté, expatriation. Parfait. Bitcoin, souveraineté, expatriation, ça me va. Allez, c'est parti. On va parler d'expatriation. Pourquoi tu es là? Bonne question. En fait, je suis sur un voyage de plusieurs mois depuis, en fait, le début du mois de janvier, donc depuis le début de l'année 2026. Ma résolution de 2026, c'est en fait de planifier un peu ma sortie du Canada. Parce que je crois qu'un peu, comme ton audience doit être beaucoup française, européenne, en fait, on voit les pays, on pourrait dire, qui autrefois étaient des pays très développés, qui commencent un peu à changer de direction. Et puis, on cherche un peu des solutions, surtout moi, étant jeune, avec ma copine. On a un désir de liberté, un désir de s'émanciper, un désir d'explorer un peu ce que le monde a à nous donner. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de Canadiens, puis probablement que les Européens peuvent aussi témoigner, on vit un peu dans des cages dorées. Souvent, on se fait promettre un certain confort, mais ce confort-là vient avec un certain prix. Et puis, je dirais, c'est peut-être aussi ma mentalité Bitcoin maximaliste, puis c'est un sujet qu'on avait beaucoup traité. Mais en fait, j'ai un désir de, plutôt qu'avoir un confort qui m'est donné à un certain prix, j'aime mieux avoir un confort que je me crée à cause de mes choix, à cause de ma responsabilité individuelle. Et puis, c'est vraiment ça qui nous pousse un peu à explorer différents territoires parce que le Québec, le Canada, c'est super bien, c'est le fun, on a des amis, on a des proches. Mais quand on regarde, par exemple, les taxes, les impôts, un peu les modes de vie qui commencent à se développer autour de nous, pour pas mentionner la violence, par exemple, à Montréal, qui ne cesse d'augmenter. C'est vraiment quelque chose qu'on veut se distancer puis se retrouver entouré de gens qui ont un peu les mêmes mentalités que nous. Donc, c'est pour ça un peu, je crois que le bunker utilise souvent le mot des diasporas internationales. En fait, diaspora 3.0, c'est ça, exactement. J'adore vraiment cette mentalité-là de s'entourer de gens qui nous motivent, qui nous poussent à être des meilleures versions de nous, puis aussi s'entraider à travers ça. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un voyage depuis le début de 2026 pour explorer différents pays. On est arrêté par le Salvador, on est arrêté par l'Argentine, le Chili, présentement au Costa Rica, et ensuite on va aussi aller au Nicaragua. Mais actuellement, le Costa Rica a une petite place précieuse dans notre cœur. Ok, super, merci beaucoup pour tes commentaires. Et ouais, je te rejoins totalement. En effet, beaucoup de gens, on était les premiers à vouloir quitter l'Europe à cause des taxes, à cause de l'insécurité, à cause de beaucoup de sujets qui sont vraiment fondamentaux et qui érodent particulièrement notre souveraineté. En réalité, dans ces pays-là, pour moi, on n'a plus du tout de souveraineté. Et en plus, comme par-dessus ça, on a toutes les contraintes, les normes. Voilà, vraiment beaucoup d'impôts cachés, parce qu'il y a aussi la partie visible de l'iceberg, la pointe de l'iceberg, mais il y a aussi beaucoup d'impôts cachés. Et quand on cumule tout, en fait, on travaille beaucoup pour rien. Et on vit dans la rat race, quoi. Enfin, on est vraiment dans une petite roue. Je trouve intéressant le point de l'impôt caché. Puis ça, je crois que c'est quelque chose que souvent les gens qui travaillent en tant qu'employés dans des entreprises ne peuvent pas réaliser. Parce que souvent, l'impôt, les taxes, les charges sociales vont être prises à même le salaire. Donc, on est habitué de vivre avec un certain salaire qu'on connaît, qu'on va recevoir, etc. Mais quand on tombe du côté entrepreneur, puis je crois que c'est pour ça qu'il y a une certaine exode de richesse des pays occidentaux, c'est que les gens réalisent qu'à la fin de l'année, on paye un certain montant, et puis là, tu le vois vraiment partir, puis c'est là que ça fait mal. Puis ouais. Je vais l'avouer, moi, c'est vraiment ma réalité depuis, je dirais, quasiment 4 ans maintenant. Et puis c'est pour ça que je veux prendre les devants vraiment à explorer. L'an dernier, on avait fait l'Asie. Sauf le problème avec l'Asie, puis tu l'as bien pointé dans une de tes dernières interviews. Bon, moi, c'était plutôt un problème de position géologique, puisque c'est très loin du Québec, de ma famille. Ouais, je comprends. Donc, c'est pour ça que là, on voulait essayer l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Mais c'est également, c'est ça, on se retrouve aussi dans des cultures qui nous retrouvent un peu plus en étant en Amérique, parce qu'en Asie, la barrière de langue, l'espagnol est beaucoup plus facile à apprendre que, par exemple,
le thaïlandais. Ouais, tout à fait. Et en plus, les Asiatiques sont un peu plus froids. Les Latins sont beaucoup plus avenants. Tu le vois au Costa Rica, les gens sont très souriants. Ils accueillent les expatriés d'une façon globale avec le sourire. Vraiment. Vraiment. Clairement. Contrairement à beaucoup de pays où les étrangers sont pas toujours bien vus. Et je rebondirai sur une chose que tu as notée et que tu as dite, qui est très intéressante, c'est le salaire qu'on voit, quand on a notre bulletin de paie. En tant que salarié, moi j'étais salarié et fonctionnaire avant d'être entrepreneur. En fait, on regarde que la ligne en bas parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais en fait, toute la partie carte vitale, toute la partie retraite, la fameuse retraite que tout le monde attendra et attendra, la carte vitale et puis toutes les autres charges, CSG, RDS, etc., etc. Enfin, toutes les lignes qu'il y a en France et qu'il y a aussi au Canada. On ne sait pas où va l'argent, mais l'argent il est pris à la source quand même. Voilà. Donc tout ça, voilà, je pense que ça peut être même, pour moi, on peut même s'expatrier sans avoir et revoir vraiment notre mode de vie dans le sens où on pourrait en fait se contenter de vivre une vie beaucoup plus heureuse et beaucoup plus riche en gagnant moins en brut, je parle bien en brut, et avoir un salaire net qui sera plus proche de ce que vous avez au Canada et avoir une vie beaucoup plus heureuse. Ah, puis la réalité, puis ça c'est peut-être aussi, comme tu dis, la réalité de la chose, c'est qu'en tant qu'expatrié, j'ai beaucoup une mentalité de pouvoir être capable de louer et arbitrer, comment je pourrais dire, mon mode de vie. Ce que je veux dire par là, c'est, disons, je vis à Montréal, on avait magasiné pour des condos, des maisons. Les coûts des maisons et les coûts des condominiums sont complètement éclatés. Alors que tu prends les montants que tu vas payer, par exemple, par mois pour louer, par exemple, un appartement assez standard, puis tu réalises que tu peux vraiment habiter à travers le monde dans des bons standards avec ces montants-là. Puis c'est vraiment ça, je dirais, que sonner une cloche, puis ça, c'était la cloche qui a été sonnée en Asie, c'était quand on réalisait que notre pouvoir d'achat, notre pouvoir avec les montants d'argent qu'on fait chaque mois, qu'on pouvait vraiment vivre à l'endroit qu'on désirait. Et puis là, c'est sûr que faut avoir une chance d'être, par exemple, des nomades digitales ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr que c'est un certain contexte. Mais après ça, on peut travailler dans le tourisme, par exemple, que tu avais mentionné dans notre interview. Totalement. On peut travailler dans différents domaines, puis vraiment, on va être à des endroits qui sont paradisiaques. Puis au lieu de dépenser pour un appartement et des activités comme aller dans les clubs pour se divertir, ben on va faire du surf, on va faire des randonnées. Vraiment, je dirais que parfois, la ville ou les pays occidentaux peuvent nous apporter vraiment dans des cages dorées. Bien sûr. Avec un schéma prédéfini, le schéma des parents qui souhaitent que tu te maries, que tu aies ton permis à 18 ans, ta bagnole, ensuite ton job, que tu trouves une nana, que tu te maries, que tu aies des gosses, la maison, le crédit sur 25 ans. Non, voilà. Et on se rejoint totalement. Forcément, on a tous une vision un peu différente, mais je rebondirai sur ça en disant que pour moi, mon setup, le setup que je recommande à beaucoup de mes clients, en fait, ça dépend vraiment du patrimoine et du profil du client, mais c'est vraiment une base camp au Costa Rica, un terrain avec arbres fruitiers, de l'eau, de l'autonomie en cas de crise grave, comme on l'a pu voir pendant le Covid ou des crises qui pourraient venir dans les mois à venir. Hein. On sait avec la guerre présentement. On ne sait pas ce qui nous réserve, ou la guerre, une troisième guerre mondiale ou autre. Donc être dans un pays neutre, un pays vraiment sans armée, très peu impliqué géopolitiquement, et surtout avec de l'eau et du soleil pour pouvoir avoir des arbres fruitiers, avoir un peu de résilience. Pourquoi pas des panneaux solaires. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir, pour moi, mon setup parfait, c'est d'avoir une maison relativement modeste, mais quand même avec un petit peu de confort. Et après, de pouvoir voyager, comme tu dis, parce que c'est vraiment le graal ultime de pouvoir se permettre de voyager. Puis ultimement, si je peux un peu rebondir d'un point de vue un peu plus nomade digital, puisque toi, dans la description que tu viens de donner, c'est vraiment pour avoir un camp de base, un peu, j'aime dire, les pieds dans le béton, que tu as un endroit qui est sécuritaire, qui est à toi. Moi, de mon côté, on est beaucoup en mode exploration, aussi on a une différence d'âge, tu peux peut-être l'expliquer, on est en mode exploratoire. Mais par exemple, le simple fait d'avoir une résidence nomade digitale qui te permet de sauver en taxes, qui te permet de faire ton travail, d'être dans un endroit paradisiaque, qui tu sais que tu peux aller te réfugier à n'importe quel moment, ça a une extrême valeur. Exactement. Ça a une extrême valeur. C'est très, très vrai ce que tu dis et c'est important de le préciser. Je précise que pendant le coco ici, il n'y avait aucune restriction, d'accord ? Mais il y a des gens qui se sont frottés à un problème, c'est-à-dire que les étrangers qui vivaient ici, sans avoir de résidence, en se contentant d'avoir un simple passeport. Quand par exemple certains Français sont allés en France, c'est pas le Costa Rica qui les a empêchés de revenir, c'est l'aéroport en France qui leur a dit vous avez un passeport, vous n'avez pas de résidence, vous n'avez pas de maison, vous n'avez rien, vous n'avez pas à rentrer chez vous c'est la France. Donc il faut améliorer sans cesse son setup et améliorer sans cesse sa vie tout simplement. Et en fait moi, comme l'a très bien dit Mathieu, la priorité, quand j'accompagne mes clients, c'est qu'ils aient la résidence. Même une résidence nomade digitale, une résidence rentier, une résidence investisseur, peu importe, mais qu'ils aient une résidence. Parce que si demain, il se passe une grave crise,
c'est qu'une hypothèse, c'est de la spéculation. Mais comme tu l'as dit, s'il y a une troisième guerre mondiale, par exemple, une vraie guerre internationalisée, tu es en France, tu rentres voir ta famille ou au Canada, si tu as la résidence, tu as plus de chances de pouvoir revenir au Costa Rica. Je dis pas que tu le feras, je ne suis pas les autorités, mais tu as plus de chances de pouvoir revenir au Costa Rica que si tu n'as rien. Et bien si tu as le passeport du Costa Rica, c'est encore mieux. Bon, là, il faudra attendre un petit peu parce que le Costa Rica, tu peux obtenir le passeport au bout de 7 ans. 7 ans de résidence. Voilà. Mais en effet, c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu as dit. Et pour moi, c'est important d'avoir une résidence. Et après, par la suite, oui, de pouvoir bouger. Parce que moi aussi, je suis un gros voyageur. J'ai dû faire un peu plus d'une trentaine de pays, peut-être 35 pays. Et en plus, ce qui est intéressant du Costa Rica, c'est que c'est un bon hub de voyage, beaucoup de vols directs ou du moins des grands aéroports qui peuvent vous accueillir. Exactement. C'est très réputé. Et puis en plus, il y a Panama pas loin. Donc entre les deux pays, il y a beaucoup de vols. Il y a des vols qui sont directement depuis le Costa Rica, il y a d'autres qui sont directement depuis le Panama. Mais quoi qu'il en soit, le Costa Rica a vraiment, vraiment beaucoup de destinations en vol direct. Contrairement à d'autres pays d'Amérique latine, comme la Bolivie par exemple, ou le Paraguay, qui sont des pays beaucoup plus récents. Et c'est normal, c'est par rapport à l'offre et la demande. Aussi à un certain point. Puis je pense qu'il y a un élément que tu as soulevé, c'est par exemple lorsque le coco est arrivé, on a eu par exemple des gouvernements qui étaient très coercitifs, qui ont voulu mettre beaucoup d'emphase, puis ça c'est un truc que j'ai remarqué ici, c'est le côté un peu laisser aller de la chose. Les gens font un peu très confiance à l'individu, à la responsabilité individuelle, puis ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Puis on dirait que ce côté-là de responsabilité individuelle vient lier directement un peu au mode de vie entrepreneurial, vient directement se lier au mode de vie aussi libertarien qu'on peut rechercher parce que y a personne qui va vraiment te dire quoi faire, mais il y a des codes à respecter. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué ici, c'est que les gens dans la rue, ça se fait des saluts. Quand j'ai voulu aller louer un surf, par exemple, au surf shop, le mec, la première chose qu'il m'a dit, il dit ici on est à Santa Teresa, tout le monde est tranquille. Pour la vida, Exactement. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, par exemple, à l'hôtel que je demeure, il y a un gros bureau où que tous les nomades digitales travaillent, ça parle entre eux. Puis j'imagine que ça crée aussi un certain truc de communauté où on vient pas tous du même endroit, mais on a un peu des filets de mentalité qui se rejoignent sans tout le temps être d'accord sur tout. Bien sûr, c'est la richesse, c'est une richesse de ne pas être toujours d'accord. Mais en soi, je trouve qu'il y a un esprit collectif qui est un peu difficile à retrouver dans nos sociétés. Qui sont fragmentées en fait, qui sont fragmentées pour plein de raisons, on le sait, en tout cas en France, c'est je suis pro-vax, je suis anti-vax, je suis Ukraine, pas Ukraine, je suis ici, je suis là, je suis blanc, je suis noir, je suis homme, je suis femme, voilà, il y a plein de choses où en fait on a fragmenté la société alors qu'on doit tous se retrouver en fait. Comme je dis souvent, hein, j'aime le dire, la lumière elle est en nous, elle n'est pas un sauveur politique ou autre. Et ce que dit Mathieu là, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est ce qu'on vient chercher, c'est ce que beaucoup d'expatriés viennent chercher. Exact. De l'air, de la liberté, beaucoup moins de pression sociale. Parce que si je peux faire un parallèle avec le Salvador, par exemple, que j'ai passé un mois entier sur Bitcoin Beach. Donc, on s'entend, Bitcoin Beach, c'est une certaine bulle dans le Salvador. Ouais, totalement. Pour l'avoir fait, totalement. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, oui, la paix est revenue. Oui, la violence a été réduite. Oui, par exemple, plusieurs avantages depuis que Naïb y est. Puis c'est super cool en tant que Bitcoiner de pouvoir dépenser ses Bitcoins. Mais après ça, il y avait un élément, puis je parlais avec un Québécois qui, lui, est expatrié là-bas depuis plusieurs années. Shout-out à Olivier s'il l'écoute. D'accord. Il y a son restaurant café qui est sur le bord de la plage. Excellent endroit, le Kangoo Café. Allez-y si vous êtes dans le coin. Mais il m'expliquait, comme il me disait, en fait, il faut vraiment marcher les fesses serrées. Parce que plus qu'on a eu besoin de prendre des grands moyens, comme par exemple les lois martiales pour pouvoir s'attaquer aux problèmes de crime, d'accord, il y a encore un certain résidu de ça. Par exemple, que les policiers ont des droits, l'armée ont des droits vraiment élevés, que s'ils ont des doutes sur toi, ils peuvent rentrer chez toi. Et puis ça, quand on parle de liberté, quand on parle par exemple de souveraineté, de responsabilité individuelle, je peux comprendre. Les grandes situations extrêmes demandent des moyens extrêmes. Bien sûr. Mais à la fin de la journée, moi, en tant qu'expatrié qui cherche un endroit où je sais que le gouvernement ne sera pas coercitif comme qu'on a vécu au Canada durant le coco. Ouais, le Salvador est dans une zone grise que je suis pas sûr de vouloir aller m'y installer. Ouais, je comprends très bien. Côté-là. Ouais, je comprends très bien. En effet, le Salvador, j'y étais qu'une fois, quelques semaines. Je vois très bien ce dont tu parles. Après, moi, je parle de ce que je connais. Je connais bien le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est un pays très démocratique, très stable, avec un système législatif qui pourrait ressembler un petit peu à la France. Mais il y a beaucoup plus de liberté d'expression ici, même qu'en France, qu'au Mexique. J'avais fait d'ailleurs un post sur X il y a quelques temps. Il y a plus de liberté d'expression ici qu'au Mexique et qu'en France. Voilà. Ah, j'ai pas de misère à croire. Et même qu'en Argentine. Et en fait, ici, du moment que tu respectes les gens et que tu respectes la nature, ça, ils font vraiment très attention à ça.
Il y a certains arbres que tu peux pas couper et c'est normal parce que ce sont des arbres qui sont. 58% du Costa Rica est en jungle, hein, j'ai cru voir. Alors ouais, ça c'est un sujet qu'on abordera d'ailleurs. J'ai un expert qui va venir d'une association pour parler de la reforestation. Petite parenthèse, la déforestation n'est pas arrivée à cause des étrangers. La déforestation est arrivée à cause de l'agriculture, comme dans de nombreux pays. Et en fait, c'est depuis la venue de nombreux étrangers comme nous que la reforestation a augmenté. Et là, on est sur un plateau parce qu'évidemment, il y a quand même des constructions, donc il y a quand même du développement immobilier. Mais on est quand même très très loin de Bali aussi. Ça, toi qui connais Bali, moi je connais pas. Je me suis beaucoup documenté, mais je connais pas. Tu peux confirmer? En fait, si je peux me permettre, par exemple, sur mon retour de l'Asie, ça a été aussi un élément qui nous a beaucoup un peu découragés de l'Asie. C'est que, contrairement au Costa Rica, par exemple, les gens arrivent ici avec des moyens. La communauté semble s'entraider. Mais le problème en Asie, c'est que les gens, en fait, on rentre dans un pays qui est très pauvre et puis c'est comme si les gens viennent d'en profiter. Puis une réalité, c'est que quand on est très pauvre, par exemple, comme en Asie, on va prendre par exemple Bali pour les locales, en fait, je réalisais que beaucoup de la pollution venait de plastique à utilisation unique. Donc, par exemple, les gens vont recevoir leur salaire de la journée même. Ouais. Ils doivent aller s'acheter du savon pour faire leur lavage, pour faire la vaisselle, etc. Ils vont pas acheter la grosse bouteille ou la grosse boîte en carton qui va être écologique. Ils vont acheter les petits sachets à usage unique. Ouais, donc, ça fait en sorte que la gestion des déchets, que l'environnement est beaucoup plus complexe que dans des pays comme ici qui ont des bons systèmes pour récupérer les poubelles, le recyclage, faire le tri des déchets. Puis ça, je crois, veux pas, ça vient avec une société qui a les moyens de le faire. Exactement. C'est pas nécessairement à cause des individus. Exactement. C'est vraiment un système. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je défends souvent les personnes modestes en termes d'écologie. Je dis souvent que l'écologie est un problème de riches. Moi, je peux me permettre, parce que j'ai travaillé, parce que c'est mon mode de vie et parce qu'on axe notre vie là-dessus, mais de manger organique, d'aller directement au marché, d'acheter directement aux producteurs, etc. Mais la personne qui est modeste, en fait, comme tu l'as très bien dit, elle achète son repas et limite, elle jette le papier par terre. Et ça, c'est partout dans le monde. Mais ici, ça se voit beaucoup moins, par exemple, en termes de déchets, comme tu dis. J'ai vu beaucoup plus de déchets au Salvador qu'ici, dans la rue. Oui, par exemple. Puis même, par exemple, sans vouloir jeter le déchet à terre, ils vont aller le mettre dans une poubelle, mais de la manière que le système est trié après, ça se retrouve dans l'océan, ça se fait brûler. Exact. C'est vraiment des systèmes qui sont complètement indépendants. Puis c'est pour ça que moi, ça m'avait un peu découragé, c'est que je me disais, on vit dans des paradis, mais après ça, on vient encourager un peu un domaine ou un endroit qui ne va pas bien traiter l'environnement. Puis ça, c'est un peu quelque chose qui m'avait... C'est essentiel, en effet. Pour moi, il faut conserver le paradis, en fait. Puis si on est beaucoup à vivre dans ces endroits-là, parce que c'est pas cher, c'est accessible, ça nous permet d'être là, à la fin de la journée, la société n'est pas améliorée. Je sais pas comment dire. C'est vraiment un paradoxe un peu. Tu sais, je dis très souvent à mon enfant, tu dois connaître ton histoire, tu dois profiter de l'instant présent, et tu dois préparer ton futur. Exact. Quand tu t'installes dans un pays, tu dois connaître l'histoire du pays, tu dois profiter de l'instant présent. Bon, mais on a du mal parfois à le faire en tant qu'occidentaux parce qu'on est toujours pris par le business, on est pris par tout un tas de choses. Mais il faut profiter de l'instant présent. Et tu dois préparer ton futur. C'est-à-dire que vous, demain, quand vous allez décider de vous poser, si jamais vous vous posez au Costa Rica, tu seras avec ton cœur un des premiers à veiller, peut-être même à t'intégrer dans une association pour aider une association écologique pour conserver le coin, en fait. C'est essentiel. Exactement. Tu veux pas juste jeter ton déchet à la poubelle puis le voir après ça être pris par un individu que tu le sais que ça va être brûlé dans le champ. Tu veux qu'il y ait un certain cycle de conservation et de développement. Puis c'était un peu mon problème que j'avais en Asie. Pas qu'il y ait aucun développement. Je suis persuadé qu'il y a des gens avec des très bonnes intentions, qui font des très belles choses. Non, on n'est pas là. Mais à la fin de la journée, moi, c'était vraiment un élément qui m'avait fait un peu de la peine. Je veux dire, comme ça, j'allais me baigner avec des beaux poissons puis tu vois des morceaux de plastique un peu traînés puis tu te dis, il y a un petit problème de société ici que je veux pas encourager à un certain point. Je comprends très bien. On a dû faire une pause pluie. J'aimerais que tu me parles de ton expérience Argentine-Chili, il me semble que tu as fait. Ouais, Argentine et Chili, en fait, on s'est promené un peu dans la Patagonie et puis un peu comme tout le monde, on se fait avoir par les beaux décors. C'est extrêmement beau, il faut pas mépriser mes mots. Cependant, un élément que j'ai vraiment remarqué en étant sur le territoire, puis c'est tout le temps en ayant une mentalité de où est-ce que je peux m'expatrier, quel endroit je pourrais m'installer pour peut-être y poser un peu mon camp de base, mon camp de base temporaire. Et puis la réalité, je trouvais en Argentine et au Chili, mais surtout en Argentine, j'ai l'impression qu'ils sont en fait 10 à 15 ans en avance sur des pays comme la France et le Canada, dans le sens qu'on voit un écroulement, par exemple, du dollar par les gouvernements, des abus, la corruption. Et puis, par exemple, on allait manger dans des restaurants, puis on voyait que les prix étaient tout le temps écrits à la main, qu'on a, par exemple, des scotch par-dessus les prix tout le temps.
Puis c'est là où je me suis dit, ça tu vois par exemple, je sais pas si c'est un endroit où ce que j'irais m'installer dans un pays qui est instable, qui essaie de se redresser. Et puis c'est quelque chose qui me faisait peur. Donc c'est pour ça que quand on voit par exemple ici les menus sont vraiment imprimés. Donc déjà c'est un bon signe de santé économique. En effet, c'est un bon exemple. En fait, en gros, tu parles de la sécurité, pas de la sécurité physique, mais de la sécurité globale. Ouais. C'est vrai que quand on s'installe dans un pays, au même titre que on va acheter soit du Bitcoin, soit un shitcoin. Et quand on achète un shitcoin, on peut, c'est qui tout double. Alors quand on achète du Bitcoin, bon, on sait le prix qu'on paye, mais c'est du Bitcoin. C'est la métaphore pour les Bitcoiners. Mais sinon, en gros, au Costa Rica, quelque part, tu payes la stabilité. Mais à côté de ça, il faut aussi prendre du recul. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent des clients, des amis qui viennent en vacances. Ils vont dans les meilleurs endroits. Ils viennent à Santa Teresa. Ils vont dans les hôtels. Ils mangent dans les meilleurs coins. Et ils disent « Oh, c'est cher ». Mais en fait, ils prennent pas de recul. Ils regardent pas qu'ils vont pas payer d'impôts ou très peu. Parce que quand on fait du business sur place, l'impôt progressif, c'est entre 0 et 25%. Quand en France, c'est entre 0 et 49, je crois. Ouais. Donc, c'est 2 fois plus. Ouais. Mais quand on est nomades digitaux ou qu'on a du patrimoine à l'étranger, vu qu'il y a l'impôt territorial, c'est 0. Donc, tu vas juste payer un peu de taxes sur l'IVA, les produits que tu achètes dans la vie de tous les jours. Puis, le marchamo, c'est l'assurance obligatoire de la voiture. Tu as très peu de taxes. Et donc, en fait, tu payes cette stabilité. Et c'est vrai que l'Argentine, j'y suis allé en novembre. C'est magnifique. Par contre, ça prend les tripes. J'avoue que c'est vraiment hyper beau. Le paysage est incroyable. Mais si je peux faire un point sur l'Argentine, puis par exemple, on peut comparer un Santa Teresa à une grande ville d'Argentine, par exemple Buenos Aires. Je regardais les prix de l'immobilier pour le simple plaisir, et puis c'est éclaté pour la qualité que tu as. Puis c'est là où tu dis des pays comme par exemple le Costa Rica font beaucoup de sens, parce que si tu veux t'acheter un appartement à Santa Teresa, certainement ça risque d'être assez dispendieux, ou par exemple la location. Mais si tu fais juste t'éloigner un peu, puisque tu es un nomade digital, déjà là, c'est pas les mêmes. Bien sûr. C'est pas la même réalité. Totalement d'accord. C'est comme habiter à Montréal ou dans le cœur de Paris. Ton mètre carré va être dispendieux versus, par exemple, les villes en banlieue. Donc, le principe est le même. Et puis, moi, c'est vraiment pour ça que quand j'avais remarqué que l'Argentine est un pays qui est en train de s'écrouler, puis c'est là où ça me faisait de la peine, puis je trouve que ça ressemble beaucoup à Montréal ou au Québec, ce qui est en train d'arriver. Les coûts d'entretien pour les bâtisses, les salaires des gens ne suivent plus parce qu'on est en effondrement économique. Ben, on voit des belles bâtisses qui tombent en ruine, qui peuvent pas être entretenues. On voit des conditions de vie qui commencent à se dégrader à vue d'œil. La qualité de la nourriture n'est peut-être plus la même qu'elle était déjà, ou du moins tu vas payer plus cher. Donc, c'est vraiment ces éléments-là, moi, que j'aime dire, c'est souvent c'est une question de payer pour la qualité. Si tu payes, mais que tu as une qualité, déjà là, c'est bien. Mais si tu payes et tu n'as pas de qualité, il y a un problème fondamental. Moi, c'est vraiment ça que j'avais marqué de l'Argentine. C'est très, très vrai. Je rebondis sur un autre sujet. Bon, ça, on élargit. Hein. Après, c'est une discussion de café. Hein. Ouais. Tu parles de rapport qualité-prix, etc. Et puis les prix qui s'effondrent. Et c'est le cas, j'ai vu encore une annonce hier en parlant de l'Europe, de l'Italie. Et ce sera pour moi le cas en France. Les gens ont beaucoup de mal avec la baisse des prix de l'immobilier. Mais je pense qu'avec les problèmes de natalité, ça va continuer de s'effondrer. Hier, j'ai vu dans des coins, dans des villages, des jolis villages en Italie, des appartements à 24 000 euros. 24 000 euros un appartement avec 2 ou 3 chambres. Je me dis comment c'est possible. Et moi, ça fait longtemps que je dis à ma famille, vendez votre immobilier en France, achetez de la terre, faites une maison modeste, dans un coin, un pays de paix. Pas forcément, il n'y a pas que le Costa Rica, même si c'est compliqué en termes des différents critères dont je parle très souvent, mais mettez votre argent dans des valeurs tangibles. Et c'est tout l'objet d'ailleurs du Costa Rica Freedom Forum. On pourra en parler un peu plus tard. Oui. C'est un peu l'idée de l'événement, c'est de connecter tous ces sujets, qui sont des sujets vraiment importants, se mettre à l'abri, parce que c'est pas parce qu'on a atteint un prix incroyable que dans 5 ans, on pourra vendre à ce prix-là. Et les gens, ils n'ont pas compris que c'est comme les marchés financiers, c'est comme les actions, c'est comme à peu près tout finalement. Ouais. Les performances passées ne présagent pas les performances futures. Non, 100%. Puis si je peux terminer vraiment avec l'Argentine, moi je crois que, puis le Chili, puisque les deux c'était un peu dans le même voyage, c'est que comme je disais, parfois quand on veut s'expatrier ou quoi que ce soit, on va avoir un peu des visions utopiques. On va vouloir regarder un peu, le beau paysage, par exemple Dubaï, ok, les grosses voitures, les gros appartements. Je sais pas, c'est pas mon mode de vie, mais ce que je veux dire, c'est que des fois on va avoir une vision d'une chose qui nous est partagée à travers les réseaux sociaux, etc. Mais c'est là où c'est vraiment important d'aller sur le terrain et avoir le ressenti. Puis moi, c'est vraiment le ressenti que j'avais eu de ces pays-là, c'est que présentement, c'est des pays qui sont en train d'un peu avoir un laisser-aller, ou du moins qui essaient de se rattraper. Il n'y a pas une sécurité comme ici où je sens que ça a grandi. Puis je justifierais même qu'à dire que le Salvador a un peu ce momentum-là, que tu sens qu'on a eu notre bas et puis on remonte. Mais oui. Pendant combien de temps encore à suivre? En effet, on ne sait pas pour le Salvador. Le Salvador est plein d'espoir, au même titre que l'Argentine. Mais en fait, il ne faut pas en faire des caisses, il ne faut pas en faire trop.
Il y a beaucoup de marketing, hein. Tous les politiques, on sait très bien comment ils fonctionnent. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Milei, j'aime beaucoup ce que fait Bukele, mais on n'est pas là pour critiquer, mais c'est du marketing. Tous les politiques font du marketing, quel que soit le pays, quel que soit le parti politique. Donc il ne faut pas le perdre de vue. Il y en a qui sont très forts en marketing, Bukele est extrêmement fort, je le trouve vraiment brillant. Pour moi, c'est un des politiques internationaux que c'est peut-être celui que je trouve le plus brillant, mais on revient d'une situation de crise importante. Et ça, c'est vraiment important. Moi qui ai fait de la construction, je donne souvent cette métaphore à mes clients, c'est qu'il est beaucoup plus facile de détruire une maison que de la construire avec des fondations solides. Et là, ces pays-là, les deux, sont sur de la reconstruction, clairement. Voilà, c'est vraiment ça. C'est très bien dit, c'est exactement de la manière que je le voyais. Puis, même que je dirais que l'Argentine est probablement en train encore de se faire démonter ou essaie de stabiliser la fondation. C'est vraiment ça le sentiment que j'avais, surtout d'un point de vue devise. Quels sont tes retours d'expérience sur tes voyages en vue d'une expatriation future? Bon, je crois que ça a été un sujet qu'on a quand même traité de long en large, mais ce que je veux dire, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué, puis c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, faut pas se faire avoir par toutes les visions un peu utopiques qui sont parfois marketisées ou du moins poussées de l'avant par certains individus qui ont des intérêts là-dedans. Puis moi, vraiment, ce que je peux conseiller, c'est vraiment simple. Rendez-vous sur le terrain, rencontrez les gens, allez rencontrer les locaux, allez rencontrer des expatriés sur place qui l'ont fait également. Donc, faut vraiment pas avoir peur de se rendre sur place puis de connaître vraiment la réalité terrain parce qu'à la fin de la journée, par exemple, j'avais peut-être une certaine utopie avec le Salvador concernant Bitcoin Beach, etc. Donc, c'est vrai, on rentre dans un endroit qui est super orienté sur, par exemple, la liberté et les libertariens. Mais c'est drôle, une fois qu'on est là, on réalise vraiment la réalité de la chose, puis on peut vraiment se faire une idée. Après ça, même chose avec l'Argentine, les paysages sont beaux, la nature est incroyable, ça peut être un bel endroit où déménager. Mais après ça, tu réalises certains éléments terrain que tu peux pas savoir sans t'y rendre. Puis maintenant, également au Costa Rica, par exemple, j'ai eu la chance d'être accompagné par toi, Ben, pour vraiment me montrer, par exemple, la réalité terrain. Donc, oui, c'est vrai, Santa Teresa, c'est un hub un peu touristique, avec beaucoup d'argent, etc. Ça crée un certain vibe. Mais seulement 20 minutes plus loin, super endroit pour faire un barbecue tranquille, entouré d'aucune personne. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la réalité terrain est vraiment primordiale, puis c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Faut pas se faire avoir par des dires de certaines personnes. Faut vraiment aller sur le terrain, ressentir comment on se sent, puis surtout prendre le temps de le voir. Parce que si tu viens, puis c'est quelque chose que tu avais mentionné dans notre interview, si tu viens durant l'été où il fait chaud, gros soleil, mais que tu sais pas c'est quoi une saison des pluies, ça se peut que ça soit une surprise pour toi. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont importants de se rendre sur le terrain, puis d'être surtout bien accompagné par des professionnels et des gens qui l'ont déjà fait, qui peuvent te comprendre aussi dans ta réalité. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour ton retour. Il est très complet. Il faut être accompagné par des professionnels, comme tu dis, des professionnels qui ont le moins de biais possible. Et moi, je travaille comme ça, c'est-à-dire que je cherche pas à vendre absolument coûte que coûte une propriété. L'idée, c'est que les gens se sentent bien. Et je dis toujours de faire un voyage de reconnaissance avant, parce que j'ai aucune envie de vendre une propriété et que le client me dise « Ah, mais la saison des pluies, c'est horrible !» Non, dans ce cas-là, viens quelques mois pendant la saison des pluies, voire passe une année complète au Costa Rica, et après, une fois qu'on aura tissé une relation de confiance, tu achèteras ta propriété et tu seras souverain. Mais ne pas se précipiter, ça c'est vraiment un point clé. Mais à l'opposé de ne pas se précipiter, on en a parlé tout à l'heure en off, c'est vrai, il faut quand même y aller aussi. Ouais. Il faut arrêter de rester dans un carcan et se plaindre. Si on voit qu'on n'est pas bien dans ce monde, dans cette société, dans notre famille, dans notre entourage, il faut agir. Par exemple, je crois que c'est l'erreur que beaucoup font, puis je suis le premier à l'avoir fait. C'est lorsque tu réalises que tu payes trop de taxes et d'impôts, souvent c'est plus dur de sortir de la cage également. Parce qu'il y a toute la réalité, par exemple, nous au Canada, c'est le exit tax ou ces éléments-là. C'est quand tu es rendu avec une certaine base, une certaine richesse, si tu veux partir, on va t'en demander plus. Donc, il faut être aussi un peu, comment je pourrais dire, faut pas se précipiter, comme tu dis, mais je crois qu'il faut anticiper ce qu'on désire vraiment puis passer à l'action parce qu'il n'y aura jamais un bon moment à la fin de la journée. Exact. Et puis, la préparation, puis c'est quelque chose également que tu avais mentionné dans l'interview, c'est que pour une mission, par exemple, tu peux te préparer, mais à la fin de la journée, c'est l'exécution. Puis si ton exécution est bien accompagnée avec des professionnels, avec des gens qui te comprennent, avec des gens qui peuvent vraiment te donner la réalité des choses, une confiance, ça va battre toute la préparation. Ouais, totalement. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé de résidence, je rebondis sur un point. Si t'es pas avec le bon professionnel, par exemple, même un avocat, si t'as pas le bon conseil d'un avocat, tu vas faire ton processus de résidence, il va manquer un papier ou il va mal faire quelque chose. Même ici, ça arrive, hein. Ça arrive partout. T'as pas le bon conseil et ta résidence, tu peux l'attendre pendant 5, 6 ans, 7 ans et tu l'auras jamais en réalité parce qu'il manque un papier
Et si la communication est pas bonne, ça marchera pas. Alors que si tu as le bon conseil, et moi aujourd'hui c'est comme ça que je travaille, même personnellement je préfère payer des gens qui vont monter des vidéos, qui vont faire certaines choses pour optimiser et être plus efficace sur d'autres sujets. La résidence pour moi c'est quelque chose de super important et ça fait partie des fondations. Voilà, tout ça pour dire que c'est important d'être bien conseillé et de pas forcément aller glaner que les informations sur Facebook. Mais sur Facebook, j'ai rien contre les boomers, mais il y a plein de boomers qui critiquent, qui sont pas toujours objectifs. Il faut vraiment trouver ce point d'équilibre, bien se renseigner, reconnaître et profiter et vraiment travailler le projet. En l'occurrence, quand c'est créer du business. Quand on est retraité, c'est beaucoup plus facile. J'ai plein de clés, j'ai plein de contacts qui pourront aider les retraités à s'installer. Et j'en ai aussi pour les gens qui veulent créer des business parce que ça, c'est vraiment un point que je martèle. J'en parlerai très souvent. Ici, c'est l'Amérique, tout est possible, mais il faut pas faire n'importe quoi. Non. Sinon, on peut se planter. C'est pas parce que tout est possible qu'on va forcément y arriver. Il faut vraiment mettre de bonnes ondes, de bonnes énergies, être bien accompagné avec les bons partenaires. C'est pas forcément moi, je parle pas que de moi. Hein. Mais voilà, par contre, tout est possible. Et contrairement, je pense, au Canada, qui ressemble beaucoup à l'Europe, où c'est de plus en plus compliqué, beaucoup trop de normes, de réglementations. On n'a même plus envie d'entreprendre là-bas, en réalité. C'est décourageant d'entreprendre. Puis c'est un peu, pour rebondir sur ça, un peu un élément que je trouvais qui est intéressant, c'est toute la mentalité entrepreneuriale, digital nomade, puis aussi, par exemple, le résidence de digital nomade. Pour quelqu'un qui est digital nomade, tu viens ici un an en reconnaissance et puis tu commences à créer ton secteur, tu commences à créer ta réalité. Exact. Puis c'est une bonne manière d'avoir un pressentiment. Puis je crois que ça risque d'être vers ça qu'on va se diriger. À suivre, on va continuer à peser les pour et les contre. Bien sûr. Mais la réalité de la chose, c'est qu'on sent, comme je disais, une certaine légèreté, une certaine réalité qu'ici, tu te sens pas les mains cadenassées et puis tu peux entreprendre et puis créer exact. des choses, construire. Donc ça, c'est La Pura Vida, c'est pas juste un slogan marketing pour le coup. Non, c'est ça. C'est un vieux slogan marketing, je pense, hein, quand même. Mais ça n'est pas que. Ça Non, n'est pas ça que se ça. transpose. Et ça, voilà, c'est cohérent. Voilà. Et maintenant, pour terminer, voilà, je vais vous parler rapidement du Costa Rica Freedom Forum qui aura lieu ici, hein, à cet endroit. Malheureusement, Mathieu sera pas de la partie, mais peut-être en 2027. Et si Dieu le veut, comme on dit ici. Exact. Et puis ensuite, Mathieu ira régler le café en. Ouais, puis ça, je pense, c'est aussi un élément qui est super important sur le Costa Rica que je trouve vraiment intéressant, puis qu'on voit le développement qui s'est fait en tant que digital nomade, bitcoiner, souveraineté. C'est que des gens, par exemple, de Bull Bitcoin ou même d'autres organisations, parce que là, aujourd'hui, je vais utiliser le portefeuille Bull Bitcoin, on crée des infrastructures qui nous permettent d'utiliser nos bitcoins. Un peu de ce qui est semblable au Salvador. Mais maintenant, on commence à le voir au Costa Rica. Puis ça, je trouve, c'est des signaux qui sont super importants en tant que personne qui désire chercher la souveraineté, qui désire chercher la liberté. C'est quand on voit des infrastructures qui nous permettent d'utiliser une monnaie libre. Bien sûr. S'installer, c'est déjà un bon signal. C'est un très bon signal et en fait je rebondirai là-dessus en disant que le Costa Rica il n'est pas toujours mis en avant sur les crypto-monnaies parce que c'est une zone grise. Et moi en tant que libertarien, je suis pas vraiment à 100% libertarien, il y a quand même pour moi l'État a quand même des devoirs aussi, des petits devoirs, je suis pas pour... Mais c'est des devoirs justement, voilà, c'est des devoirs. Voilà, des devoirs voilà. Mais bref, je trouve qu'une zone grise est plus intéressante parce que l'État n'a pas le contrôle dessus, l'État tolère. Ici, au Costa Rica, quand il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de loi, et ben, que c'est une zone grise, c'est une zone grise. C'est pas comme en Europe. Parfois, en Europe, tu as une zone grise, et la zone grise, elle peut être interprétée en faveur de l'État. Tu vois ce que je veux dire? Toujours. Alors que là, pour Bitcoin, ben, c'est très intéressant parce que c'est une zone grise, contrairement au Salvador, où il fallait utiliser au début qu'un seul portefeuille. Enfin, il y avait des choses qui étaient un peu coercitives aussi. Puis la réalité de la chose, c'est que par exemple, au Salvador, par exemple à Bitcoin Beach, oui, c'est adopté, mais à la limite qu'on sort de Bitcoin Beach, c'est pas la même réalité. Tandis que par exemple ici avec le CNP, en fait, c'est simplement un outil un peu comme Square vient de lancer que les marchands peuvent accepter Bitcoin. Mais s'ils désirent recevoir du Bitcoin, ils reçoivent du Bitcoin. S'ils désirent recevoir la devise locale, ils reçoivent la devise locale. Donc dans l'exécution, par exemple, au Salvador, mais c'est quasiment un désavantage parce que les gens peuvent seulement recevoir en Bitcoin. Ils peuvent pas recevoir du USD, par exemple. C'est vraiment des transactions via Lightning Network ou on-chain, mais j'ai beaucoup plus vu le Lightning Network. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'on a quasiment une utilisation qui est plus simple au Costa Rica, puis qui prône la liberté, puisque si tu veux recevoir du Bitcoin, tu reçois du Bitcoin. Si tu veux recevoir du USD, tu reçois du USD. C'est aussi simple que ça. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'était vachement complet ce que tu viens de dire, mais il y a un autre point, c'est la sécurité. Parce que pour le coup, si toi tu vas payer en Bitcoin, mais eux ils vont recevoir un paiement SIMPay classique, et ils sont pas censés savoir, ils vont pas savoir si tu ne leur dis pas que tu payes en Bitcoin. Donc pour le coup, ça, avec tous les problèmes qu'on a pu voir en Europe en ces débuts d'année, c'est vraiment une force. Ouais. Non, je suis 100% d'accord. Puis
Je crois que c'est vraiment ça qui m'a beaucoup attiré au Costa Rica. C'est non seulement la nature, Ben qui est ici qui peut me présenter le tout, mais c'est de voir une infrastructure qui me permet d'utiliser Bitcoin d'une manière, comme tu dis, privée, d'une manière, je pourrais dire aussi simple. Et puis, on va le prouver justement avec le paiement de la facture pour les cafés. Bien sûr. Avec grand plaisir. Et donc pour terminer, je vous parle rapidement du Costa Rica Freedom Forum. J'en ai parlé dans la vidéo précédente avec Matt. Ce sera 3 jours d'événements ici. Donc le but, pour faire très simple et court, ce sera pour se connecter, qu'on se souder avec plus ou moins les mêmes idées, qu'on profite de la vibe, du lifestyle du Costa Rica. Ça, c'est important. On va également donner, vous allez recevoir des conseils de comptables, d'avocats pour la résidence, d'architectes, de différents corps de métier qui pourraient être utiles en vue d'une expatriation ou d'un investissement. Et puis le dimanche, on parlera de souveraineté et de Bitcoin. Là, ça va être vraiment une journée très très intense. Et à la fin, il y aura une cérémonie de clôture avec DJ, danseuse avec du feu. Et puis j'en dis pas plus, après il y a quelques petites surprises qui devraient arriver si tout va bien. Voilà, merci beaucoup Ben pour l'interview, merci beaucoup pour le partage de connaissances, puis j'espère que les gens vont beaucoup apprécier, puis on va leur démontrer une petite utilisation de Bitcoin à l'instant. Merci à toi et à très vite à la caisse. À la caisse. Donc pour payer via Bitcoin, c'est vraiment simple ici. Ils ont un mode de paiement qui s'appelle SynPay Mobile. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les informations du numéro, et ensuite, on va utiliser le portefeuille Bull Bitcoin pour simplement payer une facture comme qu'on fait pour payer une facture normalement. Donc ici, je vais simplement prendre ma photo et puis on va aller s'asseoir, compléter la transaction. Donc maintenant que j'ai le numéro SynPay de l'entreprise et que j'ai ma facture, je peux simplement venir payer ma facture à l'aide du portefeuille Bull Bitcoin. Donc je vais venir ici sur l'application, je vais sélectionner l'option Paiement, je vais utiliser l'option ici Nouvel envoi. Ensuite, je vais venir sélectionner le pays, donc Costa Rica. Je vais utiliser l'option SynPay Mobile. Ensuite, j'ai simplement à mettre le numéro de téléphone que j'ai scanné à la caisse. On voit ici que ça me donne le nom de l'entreprise. Donc, simplement, je peux vérifier sur la facture. Je peux venir identifier ici le nom de la transaction. Donc, par exemple, si c'était pour des cafés, on clique sur Continuer. Et maintenant, j'ai simplement à entrer, en fait, le montant de la facture qu'on voit ici. Donc, 4674 colones. Et puis, je clique sur Continuer. Donc, on me demande après ça de quel pays je veux débiter pour ma transaction. Et puis moi, vous le savez, je suis un fervent utilisateur des Layer 2 de Bitcoin pour pouvoir payer mes factures. Donc, les Layer 2, c'est Liquid ou Lightning Network que je peux utiliser simplement en cliquant ici. Et puis, lorsqu'on voit que toutes les informations sont confirmées, donc on confirme le montant, on confirme le nom de l'entreprise, et puis on peut simplement payer la facture ainsi. Donc le paiement est en processus. Et voilà, donc vous voyez, la transaction est bel et bien confirmée. Donc c'est super facile pour moi de payer en Bitcoin en étant au Costa Rica, en utilisant le portefeuille Bull Bitcoin et SynPay. Merci beaucoup! Merci à tous!